Bonsoir à tous, jeudi 26 octobre, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Les titres de cette édition. C'est un phénomène dorénavant bien connu dans le milieu scolaire. Le cyberharcèlement touche près d'un élève sur deux. Même constat pour les adultes également concernés. Ce midi, une conférence sur le sujet s'est déroulée à l'IUT de Vélizy, animée par une experte en cybersécurité. Entretien dans ce journal. Être citoyen, cela peut passer aussi par un engagement avec les soldats du feu. Comment devenir sapeur-pompier volontaire ou jeune sapeur-pompier? Les détails avec notre invité, commandant Roland Vichery, chef de la mission développement du volontariat au SDIS 78, le service départemental d'incendie et de secours. Enfin, c'est jusqu'à dimanche, le 16e tournoi d'automne de la Dame Noire à Montigny-le-Bretonneux. Il réunit 30 joueurs d'échecs, débutants comme expérimentés, et des participants âgés de 15 à 70 ans. Emmanuel Macron s'est rendu hier sur le plateau de Saclay, déplacement du président de la République avec en toile de fond l'enseignement supérieur. Il a réaffirmé la volonté de créer sur ce territoire une véritable Silicon Valley à la française. Plus question en revanche de regrouper l'ensemble des établissements en une méga structure. Le pôle d'excellence du plateau sera scindé en deux branches. D'un côté Polytechnique et aussi 4 grandes écoles comme Télécom Sud Paris. Et de l'autre, les universités Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Paris Sud et Centrale Supélec notamment. Autre sujet abordé hier, celui de la métropole du Grand Paris. Emmanuel Macron a promis d'être raisonnable sur la question. Il fera des annonces en la matière en décembre. Politique encore, avec la crise traversée en ce moment par le PS des Yvelines. Le bureau national du parti a remercié la secrétaire départementale Sandrine Grand-Gambe, en poste depuis 2012, sanctionnée pour avoir rejoint le groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil régional d'Île-de-France avec son mentor Benoît Hamon. C'est le numéro 2 des socialistes des Yvelines, Ali Rabet, qui a pris la tête de la fédération départemental par intérim. Il est également très proche de Benoît Hamon. Son objectif principal, préparer le congrès national du PS qui se déroulera en février 2018. Ali Rabet souhaite que l'union des siens soit maintenue à tout prix. Propos recueillis par Nicolas Kyrilovitz. L'enjeu qui va se poser pour moi, mais pour tous les militants du Parti socialiste, c'est est-ce que le prochain congrès sera un moment de débat et de rassemblement du Parti socialiste qui nous permettra d'échanger réellement sur le fond et de contribuer au relèvement de la gauche, qui ne passera pas que par le Parti socialiste. Si la réponse est oui, et j'espère que c'est oui, en tout cas, je contribue tous les jours et j'y contribuerai pour que ça le soit. Évidemment, je resterai au Parti socialiste. Si je constate que l'objectif de ceux qui préparent le prochain congrès, ce sera uniquement d'éliminer tel ou tel socialiste, alors non, je n'y trouverai pas ma place à titre personnel. Je vous le disais dans les titres, ce soir on parle du cyberharcèlement. En France, 40% des élèves s'en disent victimes. Le même pourcentage concerne les adultes. Ce midi se tenait sur le campus de l'IUT de Vélizy une conférence animée par Arwa Biri, docteur en cybersécurité. Mélanie Poquet et Nicolas Kyrilovitz l'ont rencontré. Bonjour. Arwa Biri, bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Experte en cybersécurité, vous êtes aussi réserviste de l'éducation nationale et vous travaillez notamment à la lutte contre le cyberharcèlement des mineurs. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le cyberharcèlement? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est une agression faite au niveau des réseaux sociaux ou au niveau des SMS et qui est faite de manière très répétée, avec une certaine brutalité, avec une certaine agressivité et qui du coup vise à nuire à la personne. Une adolescente sur 4 a déjà été touchée, mais finalement tout le monde est concerné. Les victimes peuvent être des filles comme des garçons. Tout à fait. On peut retrouver des cas de figure où c'est des filles qui harcèlent et cyberharcèlent des filles, des garçons qui cyberharcèlent des filles, des garçons. Ça, toutes les configurations sont possibles et en fait qui partent de points qui ont été vraiment douloureux au niveau de la vie réelle et qui se poursuivent au niveau des réseaux sociaux. Ce qui fait qu'en France, 40% des élèves disent avoir été victimes d'une agression ou d'une méchanceté en ligne. Est-ce qu'il y a une catégorie d'âge plus touchée, peut-être les plus, vous disiez 8-9 ans, ça commence déjà à 8-9 ans? Ça commence à 8-9 ans, mais en fait la catégorie d'âge où c'est vraiment très très prononcé, c'est le collège.
En fait, on a remarqué qu'au niveau des collèges, ça a déjà, en termes de harcèlement scolaire, c'est assez prononcé. Et comme c'est généralement une prolongation, un prolongement de ce qui se passe au niveau du collège, donc c'est vraiment cette tranche d'âge-là que c'est assez remarquable. Mais il faut dire que maintenant, en fait, tout le monde peut être cyberharcelé et que même des femmes, des hommes d'âge à partir de 20 ans sont aussi concernés. Et justement, ça c'est un phénomène qu'on connaît moins, le cyberharcèlement pour les adultes. Et pourtant, là aussi, 40% des adultes disent avoir un jour été harcelés, 60% ont été témoins, et c'est une étude américaine de 2014. Donc c'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur. Tout à fait, parce que ça, comme en fait déjà lorsque les enfants, les ados qui sont en train d'harceler, cyberharceler, peuvent aussi continuer à le faire lorsqu'ils deviennent adultes. Donc il y a ce premier point. Le second point, en fait, c'est que les questions, comme tout le monde est maintenant sur les réseaux sociaux et qu'on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, et les travers qui étaient dans le monde physique deviennent de plus en plus aussi prégnants au niveau des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on peut lutter dans les écoles? Ça a été pris en compte par l'éducation nationale avec Stop au harcèlement. Mais comment on peut sensibiliser? Il y a les élèves, les professeurs, les parents au travail. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place aujourd'hui? Effectivement, il y a des dispositifs existants en termes, par exemple, de la réserve. On va au-devant de collégiens, de lycéens pour les sensibiliser à ces enjeux-là. Il y a aussi certains profs qui ont été sensibilisés à ce sujet-là et donc, du coup, qui seraient à même de détecter et d'accompagner les élèves qui ont subi tout ce qui est harcèlement et cyberharcèlement. Mais en fait, effectivement, c'est un écosystème. C'est pas uniquement la sensibilisation des élèves ou des profs, etc. C'est vraiment, comme vous l'avez souligné, tout un écosystème qu'il faut sensibiliser à ce sujet-là, parce que pour détecter ce sujet, ça peut être soit le prof, ça peut être notre élève, ça peut être le parent, ça peut être le psychologue. Et donc, du coup, il faut que tout ce qui constitue l'entourage d'une personne puisse être à même à être outillé pour pouvoir détecter et pouvoir accompagner après. Il y a des victimes qui peuvent en souffrir très longtemps. Dans la conférence, vous donniez l'exemple de quelqu'un qui a été harcelé, cyberharcelé à l'école, puis dans le monde du travail, et pourtant c'est puni par la loi. Si l'auteur est majeur, il y a jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, ce qui est augmenté si la victime est mineure. Est-ce que ça vous paraît assez dissuasif, toutes ces peines? Et est-ce que déjà, il y a des procès aussi? Il y a des procès en fait, qui sont activés suite à des cas de harcèlement et de cyberharcèlement. L'arsenal en lui-même, il est assez dissuasif. C'est des textes quand même assez forts que d'emprisonner quelqu'un pendant 1 an et 15 000 € d'amende s'il est en train de cyberharceler une autre personne. Après, c'est en termes d'applicabilité. C'est-à-dire que en fait, ça a commencé, il y a plusieurs textes de loi qui sont là, mais qu'ils ne sont pas facilement implémentables. Et donc, du coup, c'est cette conscience-là qui devrait être de plus en plus dite et redite, que, en fait, de faciliter aux victimes la possibilité d'utiliser ces textes de loi et de mettre en place tout ce qui est vraiment outillage pour que ça soit vraiment le plus simplement possible. Parce que des fois, les victimes ne savent pas vers qui se diriger, qui appeler, et elles sont perdues par rapport à ça. Merci Aroua Biri. Et justement, des services et associations sont là pour informer et aussi aider autour de cette question du cyberharcèlement. Et nous les avons indiqués tout au long de cet entretien. Entretien réalisé par Nicolas Kirilovitz et Mélanie Poquet. Elle ouvrira le 2 janvier prochain à Montigny-le-Bretonneux. La maison de retraite médicalisée du Château de la Couldre accueillera notamment une unité dédiée aux malades d'Alzheimer. Et cet EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, recherche du personnel. Pour ce faire, un forum emploi est au programme demain vendredi. C'est à la salle Jacques Brel de Montigny-le-Bretonneux de 14h à 16h30. 50 postes à temps plein sont à pourvoir en restauration, médico-sociale ou encore administration.
À Versailles, le saviez-vous, plus de 400 variétés de fruits et 300 de légumes sont produites au cœur de la cité royale. C'est au sein du potager du roi, un petit coin de paradis qui pourrait être menacé. Créé au XVIIe siècle, le lieu doit faire l'objet d'un plan de conservation. Il cherche donc actuellement des mécènes pour mener à bien ce projet. Camille Lambert et Marie Padra. C'est sous l'œil bienveillant de la Quintini que poussent ici plus de 900 variétés de fruits et légumes différents. Il a créé ce jardin d'Éden en 1678 pour alimenter la cour du roi Soleil en produits frais, un lieu unique en son genre qui a traversé les siècles, mais ses fondations commencent à vieillir. Nous avons un système hydraulique qui date du XVIIe siècle, qui s'est colmaté. Nous avons des murs qui, avec le temps, perdent leurs enduits et sur laquelle il est très difficile aujourd'hui de faire courir nos espaliers, faire pousser nos espaliers. On n'est pas non plus dans une situation catastrophique. Mais si on n'y pense pas aujourd'hui, si on ne fait pas le travail aujourd'hui, on pourrait le devenir. Pour mener à bien ces travaux, le potager recherche des mécènes. Classé monument historique et au patrimoine de l'UNESCO, c'est aussi un campus pour l'École nationale supérieure du paysage. Terrain d'expérimentation pour les étudiants, il est ouvert à tous. C'est déjà un lieu de création culturelle avec des manifestations. C'est un lieu d'accueil des publics. Il y a 40 000 personnes qui visitent annuellement ce site. Et c'est pour amplifier, en quelque sorte, c'est pour donner encore plus de rayonnement national et international que nous avons besoin d'être accompagnés. Depuis plusieurs années, le potager s'est aussi lancé dans l'agroécologie et la permaculture. Les traitements chimiques sont maintenant bannis, comme dans cette allée utilisée autrefois pour répandre des pesticides. La matière organique est récupérée sur les arbres, est mise en andin et on cultive des légumes à la place, ici sur bâche, de façon à faciliter la croissance de ces courges et de lutter contre les adventices. Naturellement, on n'a pas besoin de mettre d'herbicides, seules les courges réussissent à prospérer. Autant de qualités que le potager souhaite encore développer et qui ont séduit le World Monument Fund. Cette année, le site a été classé comme menacé par cette organisation américaine. Un coup de projecteur pour attirer de potentiels mécènes. On accueille sur ce plateau un invité, le commandant Roland Vichery. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le chef de la mission développement du volontariat au SDIS 78. C'est le service départemental d'incendie et de secours. Volontariat parce que bien sûr, on peut s'engager au sein des sapeurs-pompiers comme volontaire. On va parler avec vous des missions des sapeurs-pompiers volontaires et aussi des missions des jeunes sapeurs-pompiers. Quelles conditions pour y accéder? Comment le devient-on? Quelles missions seront confiées? On en parle dans un instant. Alors au 1er janvier de cette année, le SDIS 78 comptait dans ses effectifs 4150 femmes et hommes et dont près de 2800 qui sont des volontaires. On voit bien ici l'importance du volontariat pour les sapeurs-pompiers. Oui, bien sûr, le volontariat est très important au sein du SDIS 78. De chiffres, c'est 60% de nos effectifs. Et 48% des interventions sont réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires. Donc oui, le volontariat est très important chez nous. Alors pour ces deux missions, on parle donc de sapeurs-pompiers volontaires et de jeunes sapeurs-pompiers. On parle d'un engagement citoyen. Être un bon citoyen français, c'est bien sûr voter, effectuer pourquoi pas des missions d'intérêt général. C'est aussi pourquoi pas s'engager avec les sapeurs-pompiers. Tout à fait. C'est cet engagement citoyen, effectivement, s'engager auprès des sapeurs-pompiers en qualité de sapeurs-pompiers, pas auprès des sapeurs-pompiers, mais en tant que sapeurs-pompiers volontaires, est important. Pour devenir sapeur-pompier volontaire, eh bien, il faut avoir, dans le département des Yvelines, on prend les jeunes à partir de 18 ans. Et on peut devenir sapeur-pompier volontaire jusqu'à l'âge de 55 ans. Donc vous voyez, on a tout le temps de le devenir. C'est assez large, oui. Voilà. Et puis, vous parliez des jeunes sapeurs-pompiers. Eh bien, ce sont des jeunes que l'on prend à partir de l'âge de 13-14 ans maximum, mais qui ensuite suivent une formation pendant 4 ans et peuvent devenir après sapeur-pompier volontaire également. C'est une passerelle qui peut se faire du jeune sapeur-pompier au sapeur-pompier volontaire. On peut tout à fait... Voilà, tout à fait. Sous réserve de la réussite à une formation qu'on appelle la formation initiale des volontaires. Et notre jeune peut devenir sapeur-pompier volontaire. Est-ce que pour les Yvelines, et je parle plus particulièrement du groupement sud des Yvelines, du SDIS 78, qui donc regroupe la partie plus rurale du département, est-ce que vous manquiez de volontaires ou est-ce qu'au contraire, vous avez beaucoup de demandes en la matière pour devenir sapeur-pompier volontaire? Alors, en termes de déficit en qualité de sapeur-pompier volontaire, bon,
C'est difficile à quantifier. Pourquoi? Parce que on ne peut pas compter ça par rapport au nombre, mais tout simplement par rapport à la disponibilité. D'accord. Parce que, bon, autant un employé à temps complet, vous connaissez son temps de travail, mais autant un sapeur-pompier volontaire, lui, il a une autre... Enfin, il a un métier. À côté, il a une activité professionnelle. Et donc, c'est juste une activité qu'il a en plus. Et donc, lui, eh bien, on va surtout compter sur la disponibilité. Et donc, on a effectivement, on va avoir des endroits, des secteurs géographiques où les sapeurs-pompiers volontaires n'auront peut-être pas une grande disponibilité pour certains, tout simplement parce qu'ils ne travaillent pas sur le secteur. Ouais, par exemple, dans le sud des Yvelines, d'accueil. beaucoup de communes dortoirs, les personnes travaillent ailleurs, c'est compliqué de revenir et de pouvoir donner du temps, parce que la personne ne travaille pas à côté du centre de secours. Exactement, voilà. Alors, les conditions de recrutement, vous en avez dit un mot sur l'âge. À qui s'adressent ces deux missions? Quelles sont finalement les conditions à remplir pour être, on va commencer par les jeunes sapeurs-pompiers, pour devenir jeune sapeur-pompier? Quelles sont les conditions, au-delà de l'âge que vous avez, vous avez déjà parlé? l'âge, mais vous avez aussi l'aptitude médicale. Et aussi, bien entendu, on va dire l'envie de cet engagement citoyen. Parce que c'est quand même, que ce soit jeune sapeur-pompier ou sapeur-pompier volontaire, c'est une activité qui demande de la disponibilité, même chez nos jeunes. Donc il faut l'envie et la disponibilité aussi, je dirais, au-delà de tous les autres éléments qui sont en particulier l'aptitude physique et médicale. C'est la même chose pour les sapeurs-pompiers volontaires? C'est la même chose pour les sapeurs-pompiers volontaires. Bien sûr, on y rajoutera de jouir de ses droits civiques. Et dans quel but tout ça, finalement, devenir un bon citoyen? C'est aussi l'objectif? C'est l'objectif, je pense. Être sapeur-pompier volontaire, c'est être au service d'autrui. Et être au service d'autrui, c'est tout simplement être un bon citoyen. Alors, je ne dis pas que tous les autres sont des mauvais citoyens. Voilà, exactement. Mais être au service d'autrui, c'est vraiment, je le conseille à tous les jeunes parce que c'est important, c'est valorisant, et puis c'est de l'altruisme. Et à quoi s'engage-t-on concrètement quand on devient sapeur-pompier volontaire, jeune sapeur-pompier? Quelles sont finalement les obligations, les droits du sapeur-pompier volontaire et du jeune sapeur-pompier? Alors, les obligations sont simplement... les droits, déjà. Les droits, c'est tout simplement d'avoir une formation pour pouvoir exercer cette activité. D'accord. Ça, c'est important. Ensuite, il y a les droits à la protection sociale, parce que malheureusement, s'il y a une blessure, eh bien, il faut qu'il y ait de la protection sociale et puis de l'action sociale. Ça, ce sont les droits. Et puis après, il y a surtout les obligations. Et les obligations, c'est de maintenir, de maintenir ses compétences. Parce que il faut avoir une formation, mais ensuite il faut maintenir ses compétences. C'est aussi le secret professionnel, bien sûr, le devoir de réserve. Et puis voilà quoi. Après, vous parlez de formation, c'est avec quel encadrement justement? C'est aussi de la disponibilité. Et donc en termes de formation, ils sont encadrés par. Nous avons chez nous une école départementale où on encadre les stagiaires. Et puis après sur le terrain, ils sont encadrés par une structure hiérarchique. Ils ne sont jamais seuls. Ils travaillent au moins en binôme. Et tout ça, c'est pour faire quoi finalement? Quelles sont les activités du sapeur-pompier volontaire et du jeune sapeur-pompier pendant les durées de ces missions? Alors, les jeunes sapeurs-pompiers, eux, ce sont des activités, en fait, on leur apprend le secours à personne, le prompt-secours. On leur apprend aussi des méthodes d'incendie, et aussi... on va dire, on les éduque un peu à la citoyenneté et puis ils font quelques activités sportives. Et pour le sapeur-pompier, quand ils deviennent sapeur-pompier volontaire, le sapeur-pompier volontaire, lui, il est comme le sapeur-pompier professionnel, il a les mêmes compétences, donc il a les mêmes missions. C'est-à-dire des missions de secours à personne, des missions de protection des biens et de l'environnement, d'interventions diverses en fonction des risques, et puis bien entendu l'incendie. Dernière question, c'est un peu l'instant promo de cette interview. Pourquoi devenir sapeur-pompier volontaire ou jeune sapeur-pompier? Eh bien, pour avoir la fierté d'être au service des autres.
Merci, commandant Roland Vichery, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle, vous êtes le chef de la mission développement du volontariat au SDIS 78. C'est le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. Et pour plus d'informations sur ces deux missions, sapeurs-pompiers volontaires et jeunes sapeurs-pompiers, vous pouvez vous rendre sur le site du SDIS qui s'affiche en bas de l'écran, www.sdis78.com. C'est un sport de réflexion à Montigny-le-Bretonneux. Les joueurs d'échecs s'affrontent en ce moment pour le 16e tournoi d'automne. C'est jusqu'à dimanche. Les participants s'opposent dans un mini-championnat. Reportage Camille Lambert, Marie Pantra et Nicolas Kirillovitz. Le regard fixé sur les pions, la tête dans les mains, la concentration est maximale pour ces joueurs d'échecs. Les parties peuvent durer ici jusqu'à 5 heures d'affilée. Il faut avoir un bon sommeil, il faut une bonne hygiène de vie sur l'ensemble de la semaine et puis rester un peu dans la motivation, rester dans le tournoi et puis se battre sur toutes les parties. Au total, pour cette 16e édition automnale, les 30 participants jouent 9 parties chacun, qu'ils aient de 15 à 70 ans. J'en ai perdu des parties, puis j'en perdrai encore d'autres. Tout le monde en perd d'ailleurs, même les bons joueurs. J'avais oublié en vieillissant, c'est plus dur. Hein, parce qu'il y a les petits jeunes qui commencent à 5 ans, certains. Avantage de la compétition, les presque débutants peuvent se frotter à des joueurs expérimentés. Loïc Dubois est le favori du tournoi. Il y a un aspect combat, il y a un aspect calcul, c'est très très intéressant. Il y a plein de manières de développer, plein d'aspects différents en fait, dans le jeu d'échecs. Très très différent de l'image qu'on peut en avoir quand on est quelqu'un d'extérieur où on a l'impression que c'est un jeu élitiste réservé à des gens intelligents. C'est pas du tout le cas. Le tournoi de la Dame Noire se tient jusqu'à dimanche prochain à Montigny-le-Bretonneux. Une nouvelle compétition devrait être organisée pour les fêtes de Noël. Avant de passer à la suite, une petite précision. On recevait il y a un instant le commandant Roland Vichery du SDIS 78. Je vais vous donner le site internet du SDIS 78. C'est bien sûr le www.sdis78.fr et non .com comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Les vacances de la Toussaint se poursuivent et pendant cette période, certains enfants préfèrent jouer à la PlayStation ou encore rester à la maison devant la télé. D'autres, en revanche, préfèrent s'aérer l'esprit, comme à Plaisir qui propose une multitude d'activités pour les plus jeunes. Nicolas Kirillovitz a suivi des stagiaires de cirque. À regarder Lenny, 10 ans, contrôler parfaitement son accessoire. Difficile de croire qu'il effectue un simple stage de cirque proposé par la mairie de Plaisir pendant les vacances. Tant que j'ai pas dit top, vous continuez, vous refaites. Ce matin-là, 12 enfants s'entraînent à manier cerceau, foulard et autres techniques du cirque. Les échasses, ils ne savaient pas ce que c'était que des échasses. Là, ils savent marcher avec les échasses. La boule, c'est la même chose. Enfin, ils ne connaissaient rien des ateliers et on voit quand même une progression. Ils arrivent à marcher sur le fil. En jonglerie, on voit ils arrivent à manipuler. Bon, même si c'est que 2 foulards ou 3, c'est déjà voilà, une bonne progression par rapport au niveau 0 qu'ils étaient, quoi. Mise en place en 2004 à Plaisir, ces vacances sportives permettent aux enfants de 4 à 16 ans de découvrir des activités originales en pleine période de repos. Du sport pendant les vacances, le contrat séduit les enfants. Au début, je ne savais pas. Ensuite, quand on m'a expliqué, j'étais plutôt partante parce que je savais qu'on allait faire d'autres choses comme les échasses que je ne savais pas encore faire et que j'ai appris à faire. Ma mère, elle a toujours voulu m'inscrire à un truc de cirque parce qu'elle trouve que je parle trop, que je suis... parce que quand je suis chez moi, je fais de l'équilibre et des trucs comme ça. Pour les apprentis du cirque, le stage se termine vendredi avec un spectacle devant tous les parents. Les vacances sportives, elles, se poursuivront jusqu'au 3 novembre. Retour quelques jours en arrière maintenant. Dimanche dernier, Villepreux accueillait une bourse multi-collection. Cet événement a réuni de nombreux collectionneurs locaux qui souvent échangent et partagent leur passion. Léa Rege et Nicolas Dandry. Une collection de lampes Berger, d'appareils photo, de timbres ou bien encore de cendriers. Un aperçu des trésors que l'on pouvait dénicher lors de la bourse des multi-collections de Villepreux. L'association est née il y a 30 ans. Et nous avions pris l'habitude de faire une réunion annuelle des collectionneurs de façon à les réunir dans un lieu tranquille, beaucoup plus serein qu'une brocante normale. L'ambiance y est sereine, mais aussi fraternelle et conviviale, car ici se retrouvent des passionnés. C'est le cas de Gabriel, amoureux de la photographie, qui expose une infime partie de sa collection d'appareils photo.
J'ai commencé à collectionner pour faire voir comment la photo s'était développée, avec quel matériel on avait fait petit à petit dans les années, comment ça avait marché, comment ça avait fonctionné. Alors les premiers appareils photo, c'est des appareils photo à plaque, automatiquement, qui sont des appareils simples. À quelques stands de là, Alain, philatéliste, collectionne les timbres depuis plusieurs années. À force de trouvailles, il se retrouve souvent avec des lots en double qu'il revend ainsi lors des salons ou brocantes. Je prépare soit en lot, comme là, de différents pays, soit des lettres, aussi des vieux papiers. On vient quand même pour essayer de faire un peu d'affaires. Là, comme ça, l'année dernière, ça avait été encore plus prolifique, mais là, c'est pas mal marché. La bourse multicollection a réuni pour cette édition 2017 une cinquantaine de curieux. Pour finir, attention aux utilisateurs des transports en commun. La ligne N du Transilien sera interrompue ce week-end entre Paris-Montparnasse et Versailles-Chantier dans les deux sens de circulation. Trafic stoppé de samedi 13h à dimanche 13h. La raison des travaux de modernisation et d'extension du réseau. Les lignes de bus régulières, elles, seront renforcées pour pallier le manque de trains. C'est la fin de ce 7-8 journal. Vendredi, vous retrouvez Nicolas Kirillovitz aux commandes du 7-8 l'hebdo. Nous, on se donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Très belle soirée à tous.